Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, on va faire simple. Je vous propose, qu'on, lise ensemble, en partie, un texte. Je ferai quelques commentaires aussi. Un texte, écrit par, Clémentine Morrigan, une féministe radicale américaine. Un texte qui s'appelle «J'ai accusé mon ex d'être un agresseur alors qu'il ne l'était pas». C'est la version française. Je vous mets, dans la description, un lien vers le texte, en entier, en version française et aussi, en version, d'origine anglaise. Donc là, c'est une traduction de l'anglais, réalisée par Lucie Eder. Il s'agit, d'un texte, assez, très personnel, hein, qui a été, écrit en anglais en automne 2020, qui a été, édité en français en novembre 2021. C'est un texte qui analyse et critique d'une façon, assez, introspective, les différents mécanismes, qui, entrent en œuvre, qui peuvent, disons, pousser à voir, des violences, là où il y en a pas et ainsi, amener, à, peut-être, dénoncer à tort. Survivre à la violence sexuelle est l'expérience qui a défini ma vie. J'ai grandi dans un environnement émotionnellement violent et négligent. Mon grand-père a abusé de moi sexuellement et mes parents ne m'ont pas protégé. J'ai développé un trouble de stress post-traumatique complexe qui a complètement façonné la trajectoire de ma vie. J'ai eu plein de relations sexuelles avec des inconnus alors que j'étais beaucoup trop ivre pour pouvoir réellement y consentir et j'ai fini par me retrouver dans une relation violente. Donc vous voyez, c'est, bonne ambiance, hein, bonne ambiance. J'aimerais relever que, ce texte, utilise pour, parler des victimes de violences sexuelles, ce texte utilise le terme de «survivante». J'ai un peu de mal avec ce terme. C'est un terme je ne sais pas à quel point il est répandu, dans, les, milieux militants, radicaux, américains. Heu, En France, je le vois un petit peu, mais c'est pas très répandu non plus. Le choix des mots, hein, est important. Les mots sont porteurs d'idéologie, ils sont porteurs de valeurs. Je vais pas vous faire la leçon, enfin, vous vous en doutez, j'en ai déjà, parlé plein de fois, hein, mais, entre dire, «c'est un patron» ou dire «c'est un entrepreneur», on parle pas de la même chose, hein. Le patron se caractérise, par, sa place, dans la hiérarchie, de l'entreprise, tandis que l'entrepreneur, hein, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est un type tout seul, hein, qui a des compétences, donc ça veut pas dire la même chose. Ici, parler, de survivants, et survivantes, dans le cas de victimes de violences sexuelles, voilà, je trouve que c'est une mauvaise idée. Le choix des mots qu'on emploie pour parler de ça, j'y ai pas mal réfléchi ces derniers mois. Avant, je pouvais parler de victimes ou de victimes présumées. Le problème de dire victime, c'est que, ben, on part du principe déjà qu'elles sont victimes, donc on fait un choix. Parler de victimes présumées, techniquement, ça fonctionne, mais ça fait un peu hypocrite aussi. Alors je me suis mis, un peu à dire, «les accusatrices», sauf que les accusatrices, c'est celles qui accusent, ça fait un peu agressif, hein. Ça fait, bah, là, pour le coup, c'est plutôt un peu péjoratif, hein. Ça donne une mauvaise image. Désormais, je dis, «les plaignantes». Voilà, donc je choisis un terme juridique, «les plaignantes». Voilà, à part évidemment s'il y a condamnation et là, je considère, qu'on parle de victime. Dans ce texte, on parle de survivante, alors que je considère qu'il s'agit d'une dramatisation, à outrance. Être, une survivante, bah, c'est avoir survécu à quelque chose, d'accord? Donc c'est d'avoir échappé à la mort. Si on parle, de survivre à une violence sexuelle, ben, ça revient à considérer que la violence sexuelle, c'est un peu comme mourir, finalement. On va trouver par exemple, une formule comme, «Le viol, c'est un meurtre sans cadavre», tu vois? Waouh, ça sonne bien, hein, ça fait pas mal, hein, ça pète, hein, mais bon, est-ce pour autant une bonne idée d'être comme ça dans la dramatisation? Le but de dramatiser, ça va être quoi? Ça va être, d'éveiller les consciences, de dire: «Eh, quand même, c'est vachement grave, faut se bouger le cul», tu vois? Ça paraît, bien intentionné. Pourtant, ça pose, plusieurs problèmes. Bah, si on considère que, les violences sexuelles sont très répandues, et banalisées, c'est le principe, de la culture du viol, hein, bah, ça va être difficile de concilier, à la fois l'idée que, c'est banal et parce que banalisé et en même temps, c'est un truc super grave,
dramatique comme le meurtre. C'est pas que ça soit fondamentalement antagoniste, hein, quelque chose peut être banal et dramatique. N'empêche, c'est difficile à concilier. Le deuxième problème, qui est peut-être le principal problème en fait, c'est que il y a différentes formes de violences sexuelles, il y a différents niveaux de gravité de violences sexuelles. Techniquement, embrasser de force une femme par surprise, bon ben c'est une agression sexuelle, mais lui mettre la main dans la culotte aussi. On va pas vivre les deux choses de la même manière. Dans le cas des viols, ben, il y a des viols sous emprise avec un consentement trompé. La victime va pas vivre la chose de la même manière que si c'est un viol avec acte de barbarie, par exemple. Et individuellement, les personnes ne vont pas réagir non plus de la même manière. Et donc présenter les violences sexuelles comme étant un peu comme la mort, ça cloisonne les violences sexuelles uniquement aux événements les plus graves. Et ça a pour conséquence que si vous avez une victime de violences sexuelles, mais bon, elle le vit pas trop mal, en fait, ça va. Et on lui dit que la violence sexuelle, c'est un peu comme la mort, tu devrais être détruite à l'intérieur, sauf que la victime en question, elle se sent pas morte à l'intérieur. Et bah, qu'est-ce qu'elle va faire, la victime? Elle va se dire: «Ah bah, si un viol, c'est comme être morte à l'intérieur, je me sens pas morte à l'intérieur, donc ce que j'ai subi, c'est pas un viol». Et donc, en toute logique, en dramatisant à outrance, ben, on risque d'avoir un effet logique contre-productif qui va exclure des victimes. Après, voilà, hein, il n'y a pas de solution miracle, hein, entre sur un spectre, essayer de trouver une bonne mesure entre, d'un côté, le viol, c'est un drame, c'est comme la mort, et de l'autre côté, le viol, c'est courant, à tel point qu'on s'en rend même pas compte si on le subit, hein. Et ben, trouver la bonne mesure entre les deux positions extrêmes et antagonistes, là, ça va être compliqué, hein. Il n'y a pas de solution miracle, mais bon, moi, je me dis que la dramatisation à outrance, je suis à peu près sûr que c'est une mauvaise idée. Alors, c'était une grosse parenthèse, hein, mais on va reprendre le texte. Dans cette relation violente, j'ai été violé, abusé physiquement et j'ai craint pour ma vie. Cette relation s'est terminée devant la justice et mon ex m'a harcelé par intermittence pendant 8 ans. Je partage tout ça parce que je veux que vous compreniez que je prends les violences sexuelles et les abus interpersonnels extrêmement au sérieux. Je sais ce que ça fait. Je sais à quel point ce type de violence est atroce. L'autrice dit alors qu'elle s'est spécialisée, hein, en raison de son vécu, elle s'est spécialisée dans le soutien aux victimes de violences sexuelles et sur la question du trauma. Alors que j'avais arrêté de boire depuis 2 ans et que j'étais en thérapie, j'ai commencé une relation qui a duré 3 ans. Cette relation a commencé dans l'émerveillement car je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami et s'est terminée dans l'anéantissement car ces 3 années m'ont rendue très malheureuse. J'étais dans un sale état quand j'ai cessé cette relation et j'ai été clairement malheureuse les 3 années qu'elle a duré. Pourquoi est-ce que je suis restée alors que j'étais si malheureuse? Parce que j'ai un trouble de stress post-traumatique complexe, parce que j'avais vécu tellement pire et parce que je ne pensais pas que je pouvais trouver mieux, parce que mes blessures dues à mon trouble de l'attachement me criaient de rester et de faire en sorte que ça marche, parce que j'avais l'impression que j'allais mourir si je perdais mon partenaire. On notera ici la pression interne, elle parle de trouble de l'attachement, on pourrait parler aussi de dépendance affective. Elle s'est sentie obligée de rester avec son partenaire en raison de pression interne, personnelle, et rien ne dit que son partenaire en était responsable, d'accord? Mais avec ce partenaire, contrairement à mon partenaire précédent, je n'étais pas physiquement en danger si je partais. Il ne m'a pas menacé, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas abusé sexuellement non plus, il ne m'a pas crié dessus, il ne m'a pas humilié, il ne m'a pas insulté. Il m'a négligé et n'était pas un partenaire émotionnellement fiable. Il était parfois malhonnête et faisait souvent abstraction de mes préoccupations. Il ne faisait pas la part du boulot nécessaire pour faire fonctionner une relation. Mais j'étais une adulte. Et contrairement à l'expérience de mon enfance, où j'avais été obligé d'endurer des maltraitances, j'aurais pu choisir de partir et d'explorer des relations avec des personnes qui faisaient leur part de boulot. Je ne l'ai pas fait à cause de mon traumatisme et de mon incapacité à reconnaître mon pouvoir d'agir, celle d'une adulte libre de m'en aller. Quand j'ai mis fin à cette relation, j'ai noué une amitié très proche avec une personne avec qui j'ai beaucoup parlé de ce qui s'était passé. C'était une amie très soutenante. Elle écoutait, elle me laissait cracher ma colère et parler de ma souffrance, de ma rage, de mon désespoir.
Elle m'a dit que cette relation avait été violente émotionnellement, que c'était évident, vu le niveau de souffrance dans lequel je me trouvais. J'ai réfléchi à ce qu'elle a dit. Cette relation était de manière évidente très différente de ma précédente relation violente. Je n'avais pas été abusé physiquement, violé, insulté ou humilié en aucune manière, mais mes besoins n'étaient pas satisfaits. Est-ce que cela signifiait que c'était de la violence psychologique? Et la malhonnêteté de mon partenaire, son rejet de mes préoccupations, est-ce que c'était de la violence? Je ne savais pas, mais j'ai remarqué que quand je m'imaginais que c'était de la violence, je ressentais plus de colère et moins de désespoir. J'étais capable de l'intégrer au récit de victimisation répété qu'avait été l'histoire de ma vie. J'étais capable de lâcher le schéma basé sur le traumatisme selon lequel j'étais intrinsèquement indigne d'amour et de le remplacer par le schéma, également basé sur le traumatisme, selon lequel j'avais été une victime incapable de refuser la maltraitance émotionnelle que j'avais subie pendant 3 ans. On voit bien ici qu'elle nous dit que le statut de victime dans lequel elle est tentée de se réfugier la rend incapable, finalement, hein, va justifier qu'elle n'ait rien fait pour échapper à une relation qui ne la satisfaisait pas. Se réfugier dans le statut de victime, ça revient ainsi à perdre son pouvoir. Ma réaction quand je croisais mon ex en ville a renforcé la légitimité de ce récit selon lequel j'avais été victime de violence. J'avais cette réaction post-traumatique habituelle. Mon corps était envahi d'adrénaline et de panique, j'étais en état de dissociation et plus tard, j'ai sombré dans une profonde dépression. Quand je croisais mon ex, j'envoyais un texto à mon amie et elle me répondait « Tes émotions sont valides et sont la preuve que tu as vécu de la violence ». C'était rassurant, je réagissais normalement au fait de voir mon agresseur dans la rue. Mon corps ne pouvait mentir. Mon corps ne pouvait mentir. J'ai donc accepté la croyance selon laquelle j'avais survécu à une relation violente de plus. Une relation qui était assez différente de l'autre, mais c'était une violence différente. Je faisais partie d'une communauté qui répétait à tout va « crois les survivants », on dirait « crois les victimes », et j'avais vu des accusations de violence sur les réseaux sociaux ayant eu d'énormes conséquences pour les accusés et où aucun des comportements décrits, dans le cas où un comportement spécifique était décrit, ne ressemblait de près ou de loin à la première relation abusive que j'avais vécue. Je voyais des termes tels que le gaslighting et violence psychologique largement employés sans être clairement définis. J'ai subitement compris que j'avais le pouvoir de blesser mon ex, de lui en faire payer les conséquences, et je voulais qu'il paye. Après la rupture, il s'est remis à sortir avec des gens, à faire la fête et à avoir une vie sociale épanouissante. C'était en tout cas ce que me disaient les réseaux sociaux. Alors que j'étais en thérapie 2 fois par semaine et que je passais mes journées à pleurer. Je souffrais énormément et je ne voulais pas qu'il s'en tire comme ça. Heureusement, j'avais suffisamment de discernement par rapport à la cancel culture pour hésiter à prendre cette voie, je le voulais pourtant. Alors ici, le terme de cancel culture, elle met une définition selon le dictionnaire de Cambridge, qui repose quand même sur l'exclusion d'une personne du groupe auquel elle appartient. Hein. Donc même si la définition de ce dictionnaire n'est pas celle des milieux militants telle qu'on peut voir dans la définition présentée par Nathalie Wynne, par exemple, qui a une bonne approche de cette cancel culture. Je rappelle juste que la cancel culture, un usage qu'on peut accepter, c'est quand une personne qui fait partie d'un groupe est rejetée de ce groupe. Ce n'est pas quand un groupe critique quelqu'un qui ne fait pas partie de ce groupe de toute façon. J'avais des principes et une éthique quant au fait de salir la réputation des gens, surtout parce que j'en avais été la cible. Donc ça aussi c'est important, surtout parce que j'en avais été la cible. On parle beaucoup de la parole des victimes, d'accord, très bien. Mais la parole des victimes de l'exclusion sociale, ça, par contre, ce ne sont pas des bonnes victimes. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Pareil pour la parole des concernés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été accusés de viol et qui ne savent pas ce que ça fait. Et qui se permettent pourtant de juger le comportement de personnes accusées de viol, par exemple. Je sais que selon l'idée répandue, ces dénonciations publiques sont supposées prévenir les gens, et une partie de moi voulait prévenir les gens. Mais les prévenir de quoi? Que si tu sors avec cette personne, il ne sera peut-être pas disponible émotionnellement et ne prendra pas en compte tes besoins, qu'il risquera de faire défiler son téléphone pendant vos rendez-vous, qu'il pourrait reporter encore et encore des conversations quand tu essaieras de formuler à quel point tu es malheureux, malheureuse.
Ou je pouvais utiliser l'expression plus vague mais plus efficace de violence psychologique. En effet, un trait commun que l'on trouve dans de nombreuses dénonciations publiques, en particulier au sein des milieux militants, ça va être les accusations floues. On va parler de violence psychologique sans savoir vraiment de quoi on parle. On va parler d'emprise. Alors l'emprise, hein, c'est un vrai truc, mais ça nécessite de le définir en fait. Bon, ça peut se démontrer l'emprise, c'est pas forcément facile, mais il faut quand même des éléments. On va parler de comportements problématiques vis-à-vis du consentement, on va dire des choses comme ça. On va parler d'indécence aussi, hein. Et il y a des cas où, quand on creuse un peu, ça devient vite absurde, hein. Ça, je peux vous renvoyer à ma vidéo sur Julien Bayou, hein, Julien Bayou accusé de violence conjugale, hein. Sauf que quand on se renseigne, en fait, le mec, il a fait quoi? Il a oublié un nom et c'est devenu une violence psychologique. Et comme il était en couple, bah, c'est devenu une violence conjugale. Et on s'est mis à considérer que cette violence conjugale serait à l'origine d'une tentative de suicide par une personne qui était déjà traumatisée par autre chose que Julien Bayou. Alors qu'au pire, ce qu'on peut reprocher à Julien Bayou, c'est d'avoir trompé des meufs et de ne pas avoir mis la capote, mais bon, avoir chopé la ch'touille, ça pousse pas au suicide non plus, quoi, hein. Enfin, il me semble. Je pouvais écrire dans un post: «Cette personne est un agresseur. Je suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait». J'en ai parlé dans un zine, cependant en utilisant le vocabulaire de la violence psychologique. Et même si je n'ai pas révélé son nom, quiconque me connaissant savait de qui je parlais. Je suis sûr que cela a eu des conséquences pour mon ex. Bon, je passe un petit passage, hein, après, je vais quand même essayer de couper, hein, sinon ça va être super long. Mais là, il y a une phrase que je trouve très bien, c'est: «L'idée que mes émotions étaient la preuve de la violence faisait sens. Et comme rien d'autre ne faisait sens, je m'y suis accroché». Quelques années après cette rupture, alors que je travaillais avec une nouvelle thérapeute du trauma, j'ai utilisé le terme de violence pour décrire cette relation. Cette thérapeute connaissait mon histoire, savait que j'avais un syndrome de stress post-traumatique complexe et connaissait l'histoire générale de cette relation malheureuse. Elle ne savait pas que je la qualifiais de violente. Quand je lui ai dit cela, elle a directement contesté. C'était une relation malheureuse qui ne comblait pas vos besoins, mais ce n'était pas de la violence. Il est très important que vous appreniez à faire la différence. J'étais sur la défensive, blessé et offensé. Ce qu'elle disait allait à l'encontre du discours répandu en faveur des survivants. Croyez les survivants, croyez les victimes. Si je disais que j'avais subi de la violence, j'avais subi de la violence. C'était plutôt merdique de sa part de remettre ça en question. Si n'importe qui avait déclaré ça en public dans les milieux que je fréquentais, il aurait été démoli. Il aurait été accusé de faire l'apologie de la violence. Mais le fait est que j'avais confiance en cette thérapeute. J'avais travaillé assez longtemps avec elle pour savoir qu'elle prenait la violence et le traumatisme très au sérieux. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur le rapport entre une certaine forme de militantisme de gauche qui tend beaucoup vers l'idéalisme, hein, le rapport entre ce militantisme de gauche et les professionnels de différentes disciplines scientifiques, que ce soit de sciences naturelles ou de sciences sociales, comme ici la psychologie. À titre personnel, je considère qu'on forme de bonnes idées politiques à partir des données des professionnels de la science, plutôt que de chercher à former les professionnels de la science aux bonnes idées politiques. À titre personnel, j'ai déjà pu parler d'une relation à ma psychologue en lui parlant d'une anecdote que je décrivais comme étant du chantage affectif. Et elle m'a dit: ah, mais non, ça, c'est pas du chantage affectif. Enfin, on a alors parlé des différentes pressions que les individus peuvent se faire subir eux-mêmes, si vous voulez, enfin les pressions internes et la différence entre croire que si quelqu'un vous dit quelque chose, alors on devrait forcément agir en conséquence. Mais si cette personne ne vous pousse pas vraiment à agir dans ce sens, ce n'est qu'une pression interne, ça vient uniquement de vous, hein, et ce n'est pas vraiment une contrainte, et ce n'est pas vraiment du chantage affectif, par exemple.
Donc si vous voulez plaire à quelqu'un, c'est pas forcément de sa faute, à l'autre. Ça vient peut-être juste de vous. Ainsi, dans pas mal de récits, disons, victimaires, dans le militantisme de gauche, il y a des pressions uniquement internes qui vont être interprétées comme étant de la faute des autres. C'est pour ça que dans beaucoup de dénonciations publiques, y compris, enfin en particulier d'ailleurs dans des milieux militants, on retrouve beaucoup le lexique du ressenti, hein. Je l'ai vécu comme tel, je l'ai ressenti comme tel, sans pour autant être capable que ce vécu, ce ressenti aurait une origine externe qui permettrait de rendre quelqu'un d'autre responsable de son propre comportement. Quoi qu'il en soit, Clémentine Morrigan nous parle ensuite de son enfance, de la maltraitance et de la négligence émotionnelle qu'elle a subie pendant l'enfance. Elle précise alors: la négligence émotionnelle dans une relation adulte, en soi, ce n'est pas de la violence. Parce qu'un adulte qui n'est pas menacé, ni soumis à de la violence physique ou à d'autres formes de contrôle coercitif, est libre de partir et de chercher ailleurs l'amour dont il a besoin. Les adultes ne sont pas impuissants. J'ai eu du mal à accepter ce retour de ma thérapeute, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir. Si je n'avais pas subi de violence dans cette relation, comment expliquer que j'ai été si malheureuse, que j'ai souffert à ce point, et ma réaction de stress extrême quand quelque chose ou quelqu'un me rappelait mon ex? Comment donner un sens aux années où j'étais restée, et pourquoi est-ce que je m'étais sentie si impuissante et incapable de partir? Donc là, on comprend donc qu'a posteriori, hein, elle a expliqué pourquoi elle est restée si longtemps dans une relation qui ne la satisfaisait pas. Elle s'est elle-même convaincue que finalement, elle y était bien obligée. J'ai sauté de nombreux paragraphes. À nouveau, je vous invite à lire le texte en entier, hein. Dire aux personnes traumatisées que leurs réactions émotionnelles sont la preuve de la violence est profondément contre-productif et nous enlève de la puissance. Le traumatisme est un état dans lequel nous faisons l'expérience de réactions d'ordre nerveux et émotionnel qui ne sont pas appropriées dans le moment présent et qui sont le reflet du passé. C'est ça, le traumatisme. Beaucoup de personnes vont être sur la défensive face à ces propos et vont revendiquer qu'il vaut mieux pécher par excès de reconnaissance des expériences vécues comme violentes, alors qu'elles ne le sont pas, plutôt que de risquer de ne pas croire une expérience réelle d'abus. Pour reformuler, il vaut mieux croire quelqu'un qui se trompe plutôt que ne pas croire quelqu'un qui ne se trompe pas. Ce qui revient finalement, hein, d'une certaine manière, quand il s'agit d'accuser quelqu'un, ça revient à préférer mettre un innocent en prison que laisser courir un coupable. Cette position amène à considérer que croire les récits de violence, même dans des situations qui ne le sont pas, serait le prix à payer pour une culture qui prend au sérieux les violences de manière générale. Mais les conséquences du fait de qualifier de violentes des situations qui ne le sont pas sont extrêmement graves, autant pour la personne accusée, qui peut voir sa vie détruite, que pour la personne traumatisée, qui rejoue le schéma de victimisation qui la rend impuissante et ne lui permet pas de découvrir la capacité d'agir et le pouvoir qu'il possède en tant qu'adulte. Croire que ma relation malheureuse était violente me donnait une impression d'empuissancement, mais c'était en réalité tout le contraire. Cela m'empêchait de voir que j'avais le pouvoir de partir et d'apprendre qu'à l'avenir, j'aurais le pouvoir de quitter des relations qui ne me sont pas utiles. Ça aussi, c'est un point qui est très important. C'est en fait l'erreur de diagnostic. Ça revient d'une certaine manière à essayer de soigner quelqu'un avec les médicaments d'une maladie, alors qu'à la base, on s'est trompé de maladie. Pour donner un exemple simple, si une personne se retrouve dans une relation dans laquelle elle n'est pas à l'aise, elle ne se sent pas bien, et elle n'arrive pas à partir, et que on lui dit: «Ah mais t'arrives pas à partir, mais c'est parce que tu n'avais pas le choix, étant donné que tu étais sous son emprise», alors cette personne va considérer qu'elle n'avait aucune responsabilité. Et donc, si on n'avait aucune responsabilité face à une situation dans laquelle on était, alors on n'a pas à se remettre en question. Évidemment, on est une victime, hein, et une victime, on ne peut pas la remettre en question, sinon on la culpabilise. Le problème, c'est que si on se trompe, ben, on se retrouve dans une situation où ce qu'on a vécu, on ne se demande pas pourquoi on l'a vécu et finalement quelle est notre part de responsabilité dans ce qu'on a vécu. Donc on ne se remet pas en question, ce qui a pour conséquence de se condamner à reproduire les mêmes événements, étant donné que ben, ce n'est pas de notre faute, hein, on y était obligé. Aimer et soutenir les survivants ne signifie pas de les croire inconditionnellement,
quoi qu'ils disent, sans poser aucune question ni discuter. Cela signifie plutôt s'engager à construire une relation de confiance et les aider à effectuer un travail de discernement. Je ne dis pas que la première chose à dire serait: «Vous avez subi des violences quand vous étiez enfant, donc il est évident que vous êtes juste trigger». Absolument pas. Il est tout à fait possible qu'une personne avec des traumas passés subisse à nouveau de la violence une fois adulte, et c'est d'ailleurs plutôt courant. Mais quand nos amis utilisent des termes vagues tels que abus, violence ou gaslighting, sans plus d'explications, nous devrions leur en parler. Nous pouvons valider l'intensité des réponses émotionnelles et du système nerveux tout en questionnant, si nécessaire, le sens que les gens donnent à ces réactions. Nous pouvons demander à nos amis de parler de ce qui s'est passé dans la relation et les aider à y trouver un sens. Il est absolument possible et nécessaire d'empuissancer les survivants. Empuissancer, voilà, c'est la traduction de empowerment. Empuissancer les survivants, les survivantes, en leur apprenant à faire la différence entre la violence subie, entre la violence vécue dans le moment présent et les réactions traumatiques liées à la violence du passé. Pour faire ce travail, nous avons besoin d'une culture dans laquelle ces conversations ne sont pas immédiatement réduites au silence en étant taxées d'apologie de la violence. Apologie de la violence, hein, mais aussi culpabilisation de la victime ou culture du viol. Non pas que ces concepts soient ineptes, hein, soient forcément faux dans l'absolu, mais au contraire, les employer systématiquement, ça empêche de faire du cas par cas et de s'intéresser aux individus en les réduisant à des stéréotypes. Les survivants valent mieux que ça. Nous méritons des communautés informées sur le traumatisme, qui comprennent l'impact du trouble traumatique du développement et qui nous aident à atteindre notre pouvoir et notre capacité d'agir en tant qu'adultes. Pour terminer, j'aimerais préciser que ce n'est pas parce qu'un sujet est grave qu'il empêche tout débat. Au contraire, d'ailleurs, c'est justement plus le sujet est grave et plus nous devrions faire attention à nos méthodes, car le prétexte de la gravité de la situation a, en général, et quels que soient les camps politiques d'ailleurs, la gravité de la situation a tendance à accorder l'autorisation d'oublier tous les principes, tous les droits fondamentaux au profit d'une justice d'exception. Je vous prie de m'excuser pour ma diction qui aura certainement été laborieuse. Je vais essayer de limiter la casse au montage. N'hésitez pas à, je le répète, lire le texte en entier, hein. Les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas, bien sûr, à prendre le temps d'y réfléchir, de commenter, de donner vos avis, vos expériences personnelles et vos arguments sur le sujet. On fait comme ça, hein? Bah allez, je vais bouffer moi. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux!